Pont-Victoria, alors 20-25 minutes, très très lent sur le pont. La plupart des ponts, après 7 heures, on oublie ça. Là. Aujourd'hui à 109, le calvaire du banlieusard. Ma vie était un enfer pendant 13 ans. Circulation, congestion et frustration. Oui, c'est infernal. Oui, les gens sont écœurés. Selon notre visuel, là, la sortie est complètement bloquée par le véhicule. Avec son réseau routier désuet et dépassé, Montréal craque sous le poids d'un volume de trafic qui ne fait qu'augmenter. Les jonctions de la 15 et de la 40, c'est presque 24 heures sur 24 congestionnées ici. On your phone and on the go. D'autres villes nord-américaines, comme Washington, mobilisent technologie et créativité pour optimiser leur réseau routier. Mais on voit qu'ils ont rénové leurs autoroutes, ils sont plus à la page. Montréal semble accuser un retard insurmontable. On est encore à l'auto-pierre à Montréal. Et puis, on voit pas la lumière au bout du tunnel, comme on dit. Pendant que l'on cherche des solutions d'avenir, Notre modèle de développement urbain, on est encore au modèle d'après-guerre. les banlieusards encaissent. Alors, on est arrivé, ça nous a pris à peu près 1h40, faire 50-53 km. Que vous habitiez Vancouver, Toronto ou Montréal, vous savez qu'il est parfois plus rapide de marcher que de rouler en voiture en pleine heure de pointe. La congestion est un fléau qui étouffe nos grandes villes pour des raisons assez évidentes. D'abord, le nombre de véhicules augmente plus vite que la population. Ensuite, les réseaux routiers taxés au-delà de leur capacité ne fournissent plus. À Montréal, les statistiques sont accablantes. Les 3,5 millions d'habitants de l'agglomération conduisent 2 millions de véhicules pendant la journée. 65 des déplacements se font en voiture. Faites le calcul. Aujourd'hui à 109, Pare-choc, un documentaire qui trace un portrait peu reluisant de la congestion urbaine, mais qui propose tout de même des solutions d'avenir. Pendant que sa famille et ses voisins dorment profondément, Marc Noël quitte son domicile de la Rive-Sud de Montréal 1 heure avant le lever du jour. Il est 6h presque 40. Port de Saint-Basile pour se rendre à Pointe-Claire. Il y en a pour une bonne heure et demie et c'est comme ça tous les matins, quand ça va bien. Si vous permettez, avant d'aller retrouver Alain Gravel, on va passer tout de suite un bulletin de circulation. Pour le Tour des Laurentides, c'est ça, on a un jeu en ligne, c'est toujours depuis la 640, alors très très dense pour le Tour des Laurentides. Un auditeur aussi me disait que le Pont-Victoria, on était rendu à la rue Victoria, alors 20-25 minutes. C'est ce qu'on a aussi pour le Pont-Mercier et à peu près la demi-heure pour Jacques-Cartier. Là, Marc est un super banlieusard ou super commuter, une expression américaine qui décrit ceux qui passent l'équivalent d'1 mois par année au volant de leur voiture pour aller au bureau. C'est sûr que quand il n'y a pas de trafic, Champlain, c'est mieux parce que c'est de l'autoroute tout le long. On n'a pas besoin de faire de la petite rue en ville. Mais le matin, Champlain, c'est infernal. Le parcours est un jeu de stratégie et de hasard. C'est un peu une science. En fait, on essaie de trouver la meilleure suite logique pour se rendre. Normalement, j'essaie de partir un peu plus tôt. Ce matin, j'étais un peu en retard. Pour être capable d'être passé avant 7 heures sur Victoria. Sinon, la plupart des ponts, après 7 heures, on oublie ça. C'est presque pas navigable. Là. Il y a trop de trafic. À Montréal, la situation se dégrade. Certains trajets qui duraient 45 minutes il y a 5 ans peuvent maintenant durer 1h15. Pour certaines personnes que je connais, c'est l'enfer. Les gens comme Marc doivent donc partir de plus en plus tôt. C'est sûr qu'il y a des fois que ça devient vraiment frustrant d'être assis et de rien pouvoir faire parce qu'on est pris, on ne peut pas aller nulle part. C'est assez compliqué dans l'ensemble du réseau encore. Une fois prisonnier de sa voiture, on veut savoir ce qui se passe. C'est entre 20 et 30 minutes pour les traversées de la Rive-Sud et ça complique les choses, je trouve. En circulation, l'information vaut son pesant d'or. Là, je vais rappeler mon ami Yves des Hôtels pour lui donner un peu d'informations sur la 20 direction Est pour qu'il puisse informer les auditeurs. Circulation, bonjour. Bonjour Yves, c'est Marc. Le chroniqueur Yves des Hôtels de la première chaîne de Radio-Canada est une source d'information essentielle pour tous ceux qui rongent leurs freins sur la route. Tu dis, toi, ça, c'est à l'ouest de la 15? Véritable homme orchestre, il répond aux appels de ses auditeurs, écoute les scanners de la police et reçoit des messages de Transport Québec. Après l'échangeur Anjou,
Ça, c'est Transport Québec qui nous envoie ça à chaque fois qu'ils ont un message ou un problème. Depuis quelques années, la situation empire, en fait, d'année en année. Et puis, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, comme on dit. Fait que c'est comme une mission que je me suis donnée tout en faisant le travail pour lequel je suis payé, bien, en même temps, aider les gens qui sont pris là-dedans. Les jonctions de la 15 et de la 40, c'est, on peut dire, presque 24 heures sur 24 congestionnées ici. 40 Ouest, la Cordaire, là, on est à la recherche d'un accident. C'est pour annoncer que le pont Delpo va être barré. À chaque heure de pointe, c'est le branle-bas de combat au Centre de gestion de la circulation de Transport Québec à Montréal. Selon notre visuel, là, la sortie est complètement bloquée par le véhicule. Leur mission? Assurer la fluidité de la circulation. Armés de caméras et de senseurs dissimulés sous la chaussée, on détecte les pannes, les accidents et les bouchons. L'heure de pointe est terminée, Alain? Alexandre Debs en est l'ingénieur en chef. La diffusion de l'information constitue le nerf de la guerre car il y a eu un étalement au niveau de la circulation automobile sur l'île de Montréal, compte tenu que le réseau est un réseau qu'on appelle sans réserve de capacité. Aujourd'hui, on observe une congestion constante et uniforme tout le long de la journée. D'où l'importance d'optimiser son utilisation. Lorsque les gens sont informés des chantiers, des événements, des pannes, des accidents, ils vont pouvoir changer leurs habitudes. Cathy, c'est compris, l'ambulance 108, merci. Alors, comment se fait-il que Montréal se retrouve avec un tel problème de congestion? Principale raison, l'étalement urbain. Les banlieues dortoirs poussent comme des champignons aussi loin que Saint-Jérôme et Granby. Même chose pour les parcs industriels et les centres commerciaux bâtis au diable vert où les terrains sont moins chers. On estime que chaque nouvelle maison de banlieue génère 10 nouveaux déplacements en voiture chaque jour. Montréal, comme tout le monde sait, c'est une île. Donc, pour entrer, pour sortir, c'est des ponts. Mais là, ça dépasse souvent la 640, Sainte-Thérèse et Blainville. Tout ça, c'est congestionné. Alors qu'il y a une dizaine d'années, peut-être, on aurait dit seulement le territoire lavallois était touché. Ça explique exactement la prolifération, l'exode surtout des jeunes familles vers les banlieues. Alors, il y a plus de voitures et c'est le même phénomène que sur la Rive-Sud. La population se développe, mais les ponts sont toujours les mêmes. Alors, un des phénomènes qu'on voit, parce que les gens nous appellent pour ça, il y en a qui travaillent dans une banlieue et qui doivent traverser pour aller dans une autre banlieue. Quelqu'un de la Rive-Sud qui travaille à Laval, il doit traverser, lui, non seulement le fleuve, mais également la rivière des Prairies. Voiture en panne, tu vois. Je l'ai vu trop tard, j'aurais pu me mettre derrière. Le monsieur, il est mal pris. À l'insuffisance du réseau routier s'ajoutent les accidents qui transforment une heure de pointe normale en cauchemar total. Ce matin, c'est pas parce que c'était glissant. Il y a eu une douzaine d'accidents. Et à chaque fois, bien évidemment que ça contribue à la congestion. Des accidents, on en voit partout. Ça peut être une erreur d'attention ou un peu de témérité ou qui font que les gens prennent une chance puis pouf. Pour ceux qui trouvent que c'est déjà l'enfer sur les routes de Montréal, attendez-vous au pire. Réseau saturé, ponts engorgés, trains de banlieue désuets et méga chantiers en vue. Attachez vos ceintures. Dans un moment, Montréal devrait-elle suivre l'exemple de Washington qui fait la guerre à la congestion avec des armes technologiques et beaucoup d'ingéniosité? Si on prenait le trafic de Montréal et qu'on déménageait à Washington demain matin, ça serait beaucoup plus fluide, on aurait beaucoup moins de congestion. Aux États-Unis, ce n'est pas New York qui a les pires problèmes de trafic, mais plutôt Washington, capitale de la congestion. Prize trip and a singular news conference. So what if the guy threw a shoe at me? What will Mr. Bush do? Broken down truck, tire changing assistance, and Virginia DOT blocking the right travel lane. À l'heure de pointe, l'homme le plus important de la ville n'est pas le président, mais plutôt Bob Marburg, chroniqueur de circulation, qui a commencé sa carrière lorsque Richard Nixon était encore au pouvoir. Traffic seems to be getting worse at an ever-increasing rate. The congestion is more widespread. People are spending longer time to travel longer distances more slowly than ever before. Thank you. WTOP Traffic, this is Bob. Comme Montréal, Washington a ses ponts, son fleuve, le Potomac,
et des banlieusards qui habitent de plus en plus loin. People who get on the road in West Virginia, 40, 50, 60 miles away. More and more we have people from the state of Pennsylvania. And what they all share in common is sooner or later, they're all stuck in traffic. Ce qui peut sembler décourageant, c'est que Washington a tout de même un des réseaux routiers les plus modernes et les plus performants des États-Unis. Aujourd'hui, Marc Noël, notre super banlieusard de Montréal, débarque dans la capitale américaine pour voir comment Washington gère son trafic comparé à Montréal. Il y a beaucoup plus d'autoroutes, mais on voit qu'ils ont rénové leurs autoroutes. Ils sont plus à la page, ils ont modernisé le réseau routier. La façon dont ils construisent les autoroutes est aussi très différente. Il y a beaucoup moins d'accès pour entrer et sortir des autoroutes. Les voies d'embarquement sont beaucoup plus longues, ce qui permet au trafic de rester plus fluide parce que les gens, quand ils arrivent dans les voies de trafic, ils sont à la même vitesse que le restant du trafic. La couverture médiatique et l'opinion publique poussent Washington à faire des innovations majeures pour améliorer le réseau routier. Il y a d'abord les voies réservées, HOV, High Occupancy Vehicles. Sur l'autoroute 66, pire goulot d'étranglement de la région, on permet de circuler sur l'accotement aux heures de pointe pendant que le très efficace métro de Washington emprunte le centre du corridor. L'avantage des voies HOV, c'est aussi qu'ils utilisent l'espace qu'ils ont déjà sans empiéter ou sans exproprier plus loin. Ils s'arrangent pour mettre les voies HOV directement dans l'emprise actuelle des autoroutes. Mais attention, les voies d'accotement, désignées HOV, sont réservées aux véhicules de 2 passagers ou plus. C'est également une façon que les gens fassent du covoiturage parce que l'amende semble être très sévère. Là. Les panneaux disaient 1 000 d'amende si vous n'êtes pas 2 ou 3 ou plus dans le véhicule. Donc, ça tente moins les gens de tricher, comme on voit dans certaines régions de Montréal. Our HOV system is one of the premiers throughout the country. L'ingénieur en chef des méga-projets routiers en Virginie, Nick Nicholson, n'a pas le choix que d'améliorer la fluidité des autoroutes existantes. Given the limited available number of lanes, how can we manage the volumes within that? The more people we get to ride together, then the less single cars are there. So we're taking cars off of the highway, making it more compatible for everybody to get through. Sur l'autoroute 95, Nicholson a bâti le système de voies express HOV le plus enviable au monde. Les voitures de 3 passagers ou plus empruntent des corridors à haute vitesse longs de 50 km, bordés de murs de ciment. Des barrières contrôlent la direction du trafic qui roule vers la ville le matin et à l'inverse le soir. La différence ici, c'est que c'est vraiment des voies qui partent de très, très loin. Une fois qu'on est dessus pour longtemps. On ne peut pas embarquer, débarquer tout le temps, donc ça augmente la fluidité. Washington innove aussi en instaurant des limites de vitesse variables sur les autoroutes. Un technicien analyse le déplacement des véhicules et abaisse au besoin la limite pour maintenir la fluidité. Ce que j'ai bien aimé des limites de vitesse variables, c'est que si on abaisse les limites de vitesse, il y a moins de chances qu'il y ait des arrêts brusques en avant, parce que les gens roulent de façon plus sécuritaire, un peu moins vite, sont moins nerveux. Il y a moins de risques d'accrochage, il y a moins de risques de tamponnage là, de gens qui se rentrent un dans l'autre par derrière, comme on voit souvent. Get the power of the NBC Washington Traffic Cam Network on your mobile phone. Le trafic est une telle préoccupation à Washington que le service des nouvelles du réseau de télévision NBC a bâti sa campagne de marketing autour de sa couverture de la circulation. Au premier plan de son site web, une carte du réseau routier qui donne accès à 450 caméras de circulation. Good morning. Let's sit out and see how we're doing. Moving along pretty well. All in all, the commute underway. Ici, l'information n'est pas un luxe, mais une nécessité. Et un conducteur bien informé peut aider à réduire la congestion. Dans la région de Montréal, on a des réseaux de télévision en continu qui, des fois, se cherchent des nouvelles, mais on n'a pas des réseaux de trafic en continu où, là, aux heures de pointe, il y a de la nouvelle tout le temps, pendant toute la période de l'heure de pointe. Donc, il faudra peut-être y voir un petit peu à ajuster ça. NBC utilise les technologies de pointe pour diffuser les 450 caméras du réseau Trafficland sur les téléphones portables. Avant de rentrer chez lui après le travail, Darren Chambers, ingénieur principal du réseau, démontre comment il peut sélectionner et visionner les caméras qui couvrent son trajet. I've made predefined routes, so I can literally scroll through the first camera, the next camera, I can keep scrolling down, then look at the next camera past that. So if there is a backup, I actually know where it starts.
Si on est capable d'ouvrir notre cellulaire juste avant de partir, de regarder où est-ce que ça bloque, où est-ce que c'est bouché, on peut prendre une décision avant d'embarquer dans la voiture et choisir une route alternative pour s'en retourner chez soi. Ou décider de retarder, continuer de travailler, retarder souvent en ville ou partir un petit peu plus tard. Looks pretty trafficy right there. I know I don't want to go down that direction. La capitale américaine a compris que seule une gestion optimale du réseau routier et des habitudes de déplacement permettront de réduire la congestion urbaine. Given the cost and the limited resources, we can't build our way out of congestion. We can't put enough pavement or bridges down there to fix the problem. Si on prenait le trafic de Montréal et qu'on déménageait à Washington demain matin, ça serait beaucoup plus fluide, on aurait beaucoup moins de congestion. Ça prend des initiatives comme il se fait ici. On est encore à l'âge de pierre à Montréal. À ce niveau-là, on n'a pas vraiment suivi la musique. Il faudrait vraiment qu'on s'y mette parce que le retard, si on n'y voit pas, va qu'amplifier. On est vraiment en retard. Dans un moment, ras-le-bol du trafic. Une femme d'affaires quitte Sainte-Thérèse pour revenir vivre en ville. Les problèmes de circulation, maintenant, ça ne s'adresse plus à moi. Et les adversaires de l'automobile veulent mettre les freins. Plus on bâtit des routes, plus évidemment on crée de la congestion. Du matin dans une maison de Huntsic à Montréal. Je m'appelle Diane Pilote, banlieusarde à l'époque, qui passait 1 heure de sa vie matin et soir dans la circulation. Anciennement résidente de Sainte-Thérèse, Diane n'en pouvait plus d'être sur la route. Ma vie était un enfer pendant 13 ans. Ça a duré 13 ans, puis on le réalise quand on n'est plus là. La métropolitaine ouest, on avait tout à l'heure véhicule en panne à la hauteur Christophe Colomb. Elle a été l'une des plus fidèles collaboratrices de Yves Desautels, mais plus maintenant. J'écoute Yves Desautels avec une certaine ironie parce que je sais que les problèmes de circulation, tout le monde les entend, mais maintenant, ça ne s'adresse plus à moi et ça me fait bien plaisir. Diane habite maintenant sur l'île, à 2 pas du métro, et prend son vélo pour aller jusqu'à sa boutique d'optométrie. J'ai l'impression maintenant que je fais ma part pour l'environnement, pour ma santé, évidemment, en marchant beaucoup et en faisant du vélo, donc ma santé s'est améliorée. C'est l'argent qu'elle épargne en ne conduisant plus qui sert à payer sa maison. Quand on regarde le coût relié à l'achat et à l'utilisation d'une automobile, finalement, si on se met vraiment à calculer tout ça, c'est pas long qu'on peut se permettre aussi de payer un peu plus cher pour une maison à Montréal. Le choix de vie qu'a fait Diane Pilote réjouit le docteur Louis Drouin, directeur du service de santé publique à Montréal, qui se bat pour faire diminuer le parc automobile. Dans une étude percutante réalisée il y a 3 ans, Louis Drouin et son équipe ont étudié l'impact de la congestion sur la santé des citoyens. Ça cause le smog urbain et on s'est aperçu qu'il y a 1540 décès prématurés à chaque année dus en grande partie aux émissions automobiles. Plus on bâtit des routes, plus évidemment on crée de la congestion et plus on crée des problèmes qui sont reliés à cette congestion-là. On détériore la qualité de vie des gens. Les gens perdent beaucoup de temps, puis sont souvent dans la pollution. Et le problème, il s'empire d'année en année. Oui, c'est infernal. Oui, les gens sont écœurés. À peu près au chemin de la Côte-Sainte-Catherine jusqu'à la métropolitaine. Métropolitaine, c'est déjà quand même assez achalandé. Métropolitaine Est. Sur la route depuis 45 minutes, l'heure de pointe s'éternise pour Marc Noël. On arrive dans la deuxième partie du bouchon, l'autoroute 20. On approche de l'échangeur de Ville-Saint-Pierre. Alors ça va se gâter. Ça allait assez bien, ça va se gâter rapidement. La seule solution, je pense, c'est vraiment essayer de ramener les gens à Montréal. Il y en a d'ailleurs qui reviennent. Et on en arrive toujours au même point, améliorer les transports en commun. Mais pour les banlieusards, le transport en commun est une vue de l'esprit. Il n'y a pas beaucoup non plus de solutions de rechange à la voiture dans la région de Montréal, hélas. Le transport en commun, si on sort du centre-ville de Montréal, je veux dire, ça se résume à une peau de chagrin. Durant l'hiver 2009, les lacunes des trains de banlieue ont fait la manchette.
Au lieu de rester dans les cubicules, on pourrait se tasser vers le milieu, s'il vous plaît. Il fait quand même moins 15 dehors, le monde gèle. Voiture désuète, bris mécaniques et retard inexcusable. Ras-le-bol de la clientèle. Ça va très mal, honnêtement, là. 40 minutes de retard, jeudi passé. C'est en retard, les portes ouvrent pas. Je veux juste que ça fonctionne. Le prix, je suis prêt à le payer, c'est pas un problème. C'est effrayant. Je leur ai envoyé un courriel de merde. Dans les circonstances, la voiture demeure le moyen de transport le plus fiable. Comme le sait très bien Marc Noël, qui arrive enfin au bureau. Alors, on est arrivé, ça nous a pris à peu près 1h40, faire 50-53 km. Donc, si on fait un calcul rapide, là, ça fait une moyenne d'à peu près 30 km/h sur des autoroutes. La congestion qui étouffe Montréal s'explique par une simple statistique. En 20 ans, le nombre de véhicules a augmenté de 86 %, tandis que la population n'a augmenté que de 19 %. S'ajoute à cela l'étalement urbain incontrôlé, un réseau routier vieillissant, l'absence de cohérence politique et les coupures de budget. Si le passé est garant de l'avenir, l'enfer du trafic montréalais ne peut qu'empirer. Notre modèle de développement urbain, on est encore au modèle d'après-guerre, que tout est axé sur l'automobile et de plus en plus, on nous dit que c'est pas soutenable. Moi, je pense que les gens qui s'en vont en banlieue devraient prendre le temps de penser comme il faut à ce qu'ils font, aux choix qu'ils font, parce que pour moi, c'est un mauvais choix de société, là. Là, la question, c'est un choix sociétal. Jusqu'à quel point on a une volonté politique, gouvernementale, à revoir le concept de la mobilité urbaine. Des journées de tempête de neige, on passe presque plus d'heures dans le trafic qu'au bureau. Donc, est-ce qu'on va en venir là à tous les jours? Moi, c'est ma crainte là, dans le futur plus ou moins rapproché. Là. Donc, il va falloir y voir.